système de dédouanement spécifique à l'importation. Sur le plan de la transparence dans les lieux d'exercice du pouvoir de l'agent public, il sera procédé à l'ouverture des espaces de travail, surtout dans les bureaux de dédouanement. En effet, les efforts consentis en matière de dématérialisation des procédures, au lieu de créer un environnement nouveau marqué par un traitement sans papier et sans usager, ont laissé des pratiques corruptogènes perdurer en l'absence d'une modification indispensable de l'espace de travail. Pourtant, un pays voisin comme la Gambie a adopté le système des open space pour les agents chargés du traitement et de la vérification des déclarations dans les bureaux de dédouanement. Les chantiers ambitieux en matière de digitalisation des procédures douanières et des formalités du commerce extérieur vont être accompagnés d'une réforme des structures qui les portent, notamment les bureaux de dédouanement hérités de la colonisation et ne répondant plus aux exigences modernes du service à l'usager. Nous renforcerons le programme de modernisation de l'administration des douanes, le PROMAD, particulièrement dans ses aspects surveillance du territoire douanier et lutte contre la criminalité transnationale, l'environnement sécuritaire et la recrudescence des divers trafics justifient la montée en puissance d'une administration dont le champ d'action est la frontière. Il s'agit de digitaliser la surveillance douanière avec l'érection d'un centre de commandement des opérations qui intègre les outils les plus modernes de suivi d'abord de l'action du service sur l'étendue du territoire, suivi des moyens humains et matériels pour l'efficience et la transparence, mais également du mouvement des expéditions et autres cargaisons pour éviter les détournements de destination préjudiciables au trésor public. Et enfin, avoir un regard permanent sur les points névralgiques de la frontière, avec des vidéosurveillances, l'utilisation de drones en appui à des unités avancées qui serviront également au partage de renseignements avec les autres forces de défense et de sécurité. Mon gouvernement fera le nécessaire pour mobiliser et mettre en place le financement nécessaire à cet ambitieux projet déjà ficelé. La rationalisation du train de vie de l'État constitue un autre pilier important du travail gouvernemental. Les dépenses relatives au train de vie de l'État représentent en 2024 16% du PIB et 53% des dépenses totales de l'État, ce qui laisse peu de marge pour la prise en charge des investissements publics. S'agissant de la masse salariale, il sera réalisé un audit du secteur public ainsi que du régime indemnitaire. Il y est recherché plus de performance, mais également plus de transparence et plus d'équité dans les recrutements, les promotions et les traitements salariaux. Toute proposition de recrutement de nouveaux personnels devra être accompagnée d'une fiche d'évaluation du besoin, en identifiant clairement la valeur ajoutée créée, considérant les ressources disponibles. Nous mettrons en œuvre dès 2026 un budget à base zéro, ce qui nous donnera l'occasion de traquer toutes les niches de gaspillage qui figurent année après année dans les dépenses courantes, sous la rubrique intitulée « Services votés ». Les mesures nouvelles des budgets programmes seront également minutieusement étudiées. Dans la même veine, des audits organisationnels seront menés dans les différents services publics afin de rationaliser dans tous les domaines la structure et la structuration des administrations, agences et entreprises publiques et parapubliques. La mise en place d'un système de centralisation des achats de mobilier et des fournitures permettra de rationaliser la commande publique et de faire des économies substantielles, tout en privilégiant systématiquement le mobilier national dans le choix. Les mesures de rationalisation des dépenses courantes s'accompagneront d'une amélioration de l'efficacité dans le choix et dans l'exécution des investissements publics. Désormais, l'inscription d'un projet d'investissement dans le budget devra préalablement et systématiquement passer par les processus de maturation et être présenté devant un comité national de sélection des investissements publics afin de nous assurer notamment de son alignement à la vision Sénégal 2050 et de sa soutenabilité budgétaire. Dans cette même veine, le potentiel national d'économie d'énergie, évalué à 28% des consommations énergétiques du pays, dont 36% pour le sous-secteur de l'électricité, 18% pour celui des hydrocarbures et 40% pour les combustibles de cuisson, sera exploité à fond pour les marges qu'il permettra de dégager sur le coût des subventions d'État et sur la consommation énergétique de l'administration. Ces marges évaluées à 15%. En plus des effets positifs induits sur le portefeuille des ménages et les capacités de la Sénélec, c'est-à-dire 320 gigawatts à moyen terme et 2587 gigawatts à long terme, et un écrêtement de la pointe du réseau électrique de 441 mégawatts. Ces réformes seront difficiles,
elles seront difficiles. Ces réformes seront difficiles, mais elles constituent le socle de notre nouvelle gouvernance budgétaire et financière. Elles nous permettront de nous projeter dans une nouvelle trajectoire budgétaire qui alliera une consolidation progressive vers un déficit budgétaire de 3% dans un horizon d'au maximum 3 ans. Je rappelle que l'audit des finances publiques a révélé un déficit public de plus de 10% contre 4,7% initialement annoncé par le régime sortant. Donc d'aller vers un déficit budgétaire de 3% dans un horizon d'au maximum 3 ans et une prise en charge maîtrisée des investissements structurants et de soutien à la production, ainsi que des dépenses sociales et climato-sensibles. Conséquemment, l'encours actuel de la dette publique, qui a atteint des proportions difficilement soutenables, c'est-à-dire plus de 85% contre 74% initialement annoncé, devrait être ramené sous la barre des 70% au plus tard en 2029. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je demeure convaincu qu'il ne peut y avoir de développement sans investissement domestique en monnaie locale. Il ne peut pas y avoir de développement sans investissement domestique en monnaie locale. C'est fort de ce constat que mon gouvernement compte faire de la promotion des mécanismes innovants de financement le principal levier de mobilisation de ressources domestiques auprès des ménages, des entreprises non financières et des investisseurs institutionnels. En ce qui concerne les ménages, la stratégie de mobilisation des financements nécessaires à l'exécution des programmes et projets, la stratégie nationale de développement 2025-2029, intégrera l'intérêt à susciter auprès des Sénégalais pour leur participation financière à l'effort de transformation structurelle. À cet égard, un recours sera fait aux organismes de placement collectif de type conventionnel ou islamique, selon les préférences des épargnants sénégalais. Ces OPC pourront souscrire à des obligations et soukouk dits patriotes. Les gens ont parlé de diaspora bond, mais notre horizon, c'est de toucher tous les Sénégalais. C'est pourquoi il faudra migrer vers les patriotes bonds. Ces OPC donc pourront souscrire d'abord à des obligations et soukouk dits patriotes émis par le Trésor public ou par des sociétés de projets pour les grands travaux figurant dans le référentiel. Ils pourront souscrire à des actions de sociétés publiques ou parapubliques, soit dans le cadre de la constitution de leur capital social, de leur augmentation ou de l'ouverture de leur capital social. Ils pourront également souscrire au rachat d'une partie des actions détenues par des entités étrangères dans les sociétés de droit sénégalais dans le cadre de la politique de souveraineté nationale. Nous allons accompagner tout ça par des propositions de loi, parmi lesquelles une proposition de loi sur la souveraineté économique qui sera certainement très bientôt sur la table de l'Assemblée nationale. Pour les personnes physiques disposant de capacités substantielles d'épargne et les entreprises sénégalaises désireuses de se positionner dans la participation au financement des grands travaux d'investissement, des opérations de souveraineté économique, telles que les rachats de parts d'entreprises étrangères, ou dans la souscription aux augmentations de capital et à la cession de parts de capital de l'État dans les entreprises publiques et parapubliques, il leur sera offert la possibilité de participer à des fonds d'investissement alternatifs. Concernant les investisseurs institutionnels publics nationaux, l'accent sera mis sur l'épargne longue qu'ils détiennent en la canalisant dans le financement des programmes de la stratégie nationale 2025-2029, financés sous la forme de project finance. Il s'agit notamment de la Caisse de dépôt et consignation, du Fonds national de retraite et du Fonds 6, les caisses de retraite privées nationales et les sociétés d'assurance, les caisses de retraite privées nationales telles que l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale, et les sociétés d'assurance seront également sollicitées dans la structuration du financement de ces projets. À cet égard,
conformément aux dispositions de la loi 2017-32 modifiant la loi 2006-03 relative à la Caisse de dépôt et consignation. Des mesures urgentes seront prises en vue du strict respect par les entités assujetties au titre du dépôt à la CDC des fonds qu'elles détiennent, en particulier les notaires et certains concessionnaires. S'agissant de l'approfondissement du marché du crédit bancaire, le relèvement à 20 milliards de CFA du capital minimum des banques au plus tard en janvier 2027 devra renforcer les capacités de prêt des banques, notamment au secteur privé. Pour ce qui est des banques à capitaux publics majoritaires, notamment la Banque agricole, la BNDE, la BHS et la BRM, mon gouvernement compte notablement augmenter leur capacité de financement au profit du secteur privé en renforçant leurs fonds propres à la mesure des ambitions du plan quinquennal pour les secteurs desservis en financement que sont le secteur primaire, les PME, les PMI et les TPE, ainsi que l'habitat social. Le secteur de la microfinance sera également davantage mis à contribution dans le financement de l'artisanat, la formalisation du secteur informel et de l'agriculture. Les mécanismes financiers publics de promotion et de garantie du financement des secteurs jugés prioritaires par le gouvernement seront mis en synergie avec une répartition claire des rôles et une meilleure articulation des interventions en fonction des cibles. Enfin, les mécanismes de financement vert seront déployés pour tout projet ayant une composante de durabilité. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'emphase mise sur l'impérieuse nécessité de créer les conditions endogènes, d'agir d'abord sur notre potentiel marginal de mobilisation de ressources domestiques est la meilleure garantie d'une résilience aux chocs pouvant affecter les financements extérieurs, auxquels mon gouvernement continuera de recourir de manière responsable. L'objectif visé ici est de diminuer l'exposition au risque de change et de dégager